Notre projet avec le LIFAM est centré sur le bien-être, les objets connectés et l'architecture qu'on appellera BOCA. Il s'inscrit dans un projet bien plus large qui est le projet HUT ou Human at Home Project. Alors comme Anne-Sophie, la gestionnaire du projet HUT, l'a rappelé dans sa présentation, l'objectif de ce projet est de préciser les liens entre le bien-être, les ambiances architecturales, le confort et l'utilisation des objets connectés. Pour ça, nous étudions les besoins psychologiques des habitants, les processus cognitifs à l'œuvre durant l'interaction humain-machine et le rôle de l'architecture dans l'évolution de ces besoins et de ces interactions. Notre vision, c'est un bâtiment qui interagit avec ses occupants pour favoriser les relations sociales, le confort et les comportements éco-responsables, et donc globalement le bien-être. Pour ça, nous avons besoin de comprendre clairement les comportements des habitants dans un smart building et l'impact que les technologies de l'habitat peuvent avoir sur leur processus cognitif. Il s'agit aussi de protéger leur vie privée et de trouver le bon équilibre entre low-tech et high-tech pour ne pas surcharger les habitants et avoir un bâtiment durable. Nous pourrons ainsi développer un cadre général pour que les smart buildings en Europe aident les habitants et respectent l'environnement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, le projet HUT, c'est un appartement observatoire où vivent 2 étudiants en colocation depuis 3 ans maintenant. Et bientôt, ce sera un immeuble intelligent. Avec l'équipe du LIFAM, le laboratoire d'architecture de Montpellier, on a lancé des protocoles de recherche avec les habitants de l'appartement connecté, l'appartement observatoire, et des protocoles en ligne pour tester plus largement la population française sur ces questions. En parallèle, nous travaillons en collaboration avec plusieurs équipes sur les flux de ressources pour minimiser la consommation en eau, en énergie et la production de déchets, ou encore sur l'impact des objets connectés sur la perception du temps et de l'espace, ou sur les marqueurs locomoteurs du bien-être. Pour le passage de l'appartement connecté à l'immeuble intelligent, nous travaillons avec un promoteur, des entreprises et surtout la métropole de Montpellier pour satisfaire à la fois les demandes des chercheurs, les besoins de protection des données et les contraintes financières pour que le projet soit viable. Ce qui est super excitant, c'est que les résultats de ces recherches s'inscrivent dans les enjeux territoriaux des collectivités locales. Repenser la mobilité, viser le zéro déchet et mieux vivre ensemble. En même temps, on touche à de nombreuses disciplines pour atteindre ces objectifs, donc c'est vraiment très riche et épanouissant en tant que chercheur. En plus, on a vu beaucoup d'engouement pour le projet, par exemple à l'altropisme lors du métropolisme l'année dernière, et il y a eu une large médiatisation. La prochaine étape, ce sera d'évaluer le bien-être des habitants dans cet immeuble connecté et de faire évoluer les interfaces, les capteurs et les services pour qu'ils correspondent encore plus à leurs besoins et à leurs désirs. L'ambition, ce serait d'étudier à quoi ressemblera le quartier connecté et la ville intelligente de demain pour favoriser les échanges locaux, l'économie d'eau et d'énergie et diminuer la production de déchets à une plus grande échelle et donc améliorer le quotidien des habitants. Habiter demain se prépare aujourd'hui et c'est l'aventure HUT. Bonjour et bienvenue sur l'espace public numérique du Centre Appage. Pour aujourd'hui, nous voulons vous présenter notre vision de la médiation numérique et sociale et les actions qui en découlent. Notamment toutes les actions qu'on propose ici, qui sont toutes regroupées sous notre label maison, le numérique. Pour planter le décor, l'espace public numérique, qui est labellisé LAM 34 par le département, est porté par l'association Centre Appage, qui est une association montpelliéraine qui depuis 60 ans accompagne des publics en précarité dans des actions d'insertion sociale, professionnelle, éducative et depuis 12 ans également numérique. Sur l'espace public numérique, c'est Emmanuel Chapelier-Lager et Norman Badre, qui sont médiateurs numériques, qui accompagnent les publics sur le flux dans des usages d'insertion professionnelle, d'e-administration, mais également de création et de loisirs numériques, avec un but de développement de l'autonomie numérique. Depuis plusieurs années, nous avons exporté cette méthodologie de la médiation numérique au sein de nos ateliers de quartier pour en faire bénéficier nos publics qui se retrouvaient confrontés aux mêmes difficultés avec différents freins cumulés. Aujourd'hui, c'est Stéphane Raison, médiateur numérique et social, qui intervient sur ces quartiers pour proposer des permanences sociales et numériques
pour justement permettre de développer l'autonomie et être au plus près des demandes. Il est également en lien avec les acteurs de territoire pour venir compléter leur action et renforcer la démarche auprès des publics. Il se déplace avec une valise numérique, une de nos valises numériques, qui lui permet d'intervenir dans n'importe quel espace. Le numérique heureux, de quoi parle-t-on ? Eh bien, c'est une imbrication étroite entre le travail social et le travail numérique, c'est-à-dire qu'à ce stade, on crée du numérique inclusif en créant une chaîne de valeur autour du numérique, c'est-à-dire ce binôme étroit autour des publics, entre le travail social et les solutions techniques du travail social et l'accompagnement dans l'autonomie des publics sur le numérique. En effet, quand les publics arrivent, souvent c'est pour une situation d'urgence, une situation administrative et de maintien dans le droit commun, du maintien des ressources et de tout ce qui permet à la personne de bien vivre. Ça ne suffit pas et souvent cette démarche est rébarbative. Donc nous, ce qu'on souhaite faire au sein de nos repérages, c'est de proposer à ces personnes de participer à des ateliers avec des thématiques communes pour générer une ambiance conviviale et amener les gens à parler sur le numérique de manière positive. C'est susciter l'entraide, c'est susciter le transfert de compétences, c'est susciter le développement du pouvoir d'agir et c'est aussi pouvoir s'approprier et être en capacité d'être tout seul sur ces démarches et de pouvoir maintenir sa situation à jour. Dans cette posture, le numérique est vraiment perçu comme une démarche heureuse. C'est un facilitateur, un accélérateur de projet et c'est ça qui va permettre de servir le bien vivre ensemble, de permettre à des gens qui souvent habitent dans les mêmes quartiers sans se connaître, de se rencontrer autour de ces mêmes besoins et finalement de générer quelque chose qui est bien vécu et qui donne envie de s'inscrire dans la durée. Et il faut cette durée pour que l'apprentissage et l'autonomie soient à la portée de ces personnes. Comme hier, notre travail dans la médiation numérique, c'est d'être en veille sur toutes ces innovations, tous ces nouveaux usages et de continuer d'accompagner au mieux les publics dans cette appropriation. Le numérique et ses usages sont exponentiels, ce qui sous-entend d'avoir une offre de services adaptée aux conditions et à l'époque actuelle, ce qui a bien été révélé par la période Covid, où les gens se sont rendus compte dans leur isolement de la nécessité d'avoir cette compétence et de pouvoir aller jusqu'au bout de leur démarche pour maintenir leur situation administrative à jour. Demain, c'est aussi s'inscrire activement dans le nouveau maillage de territoire sur l'inclusion numérique qui est en train de s'installer entre tous les partenaires sur Montpellier. C'est aussi participer à des réseaux pour savoir et avoir une meilleure visibilité du travail de chacun pour que les publics puissent être orientés le mieux possible suivant leurs besoins. Le numérique est un puissant levier de solidarité. C'est vrai, aujourd'hui, les écrans s'invitent partout. C'est pourquoi il est indispensable de maintenir l'humain au cœur de nos apprentissages, au cœur de nos accompagnements, pour le bien vivre ensemble. Bonjour, je suis Alain Foucaran, professeur à l'Université de Montpellier et je vais vous présenter le projet UThéâtre. Alors pourquoi le projet UThéâtre ? Eh bien en fait le théâtre doit être considéré comme une expérience scientifico-culturelle qui permet d'explorer, de pousser un peu plus loin la réflexion sur les effets induits par les usages numériques et les objets associés. Alors, d'où vient cette idée ? Tout simplement, vous avez entendu parler du projet UT dans d'autres interventions, et on s'est aperçu que pour définir les contours de l'appartement du futur, pour l'occupant du futur dont on ne veut pas, lorsque on a fait le tour de tous les laboratoires qui désiraient être partenaires, souvent, il y avait des expressions de professeurs ou de collègues qui étaient farouchement opposés à ce concept.
Ça ne mettait pas en péril le projet parce que dans la majorité des cas, les laboratoires étaient totalement partie prenante pour ce projet. Sauf que quand on veut définir les contours de l'appartement du futur pour l'occupant du futur dont on ne veut pas, et que les gens qui s'opposent un petit peu par idée, par concept, par déontologie à cette notion-là, on perd une partie de l'information. Et donc l'idée nous est venue à ce moment-là de créer une pièce de théâtre basée sur un concept très simple. On place 2 comédiens spécialisés en improvisation sur une scène. On les confronte à un usage conflictuel du logiciel numérique, puisque un joue l'accro des nouvelles technologies, l'autre un utilisateur modéré. Et à partir de là, les 2 acteurs improvisent. Au bout d'un moment, le metteur en scène intervient, dit stop. Et là, il se retourne vers l'amphithéâtre, à l'intérieur duquel nous avons positionné l'intégralité du consortium HUT avec les pros, je dirais, programmes et les plutôt réservés. Et nous pouvons capter l'intégralité des réactions suscitées par les échanges qui se sont déroulés sur scène. Partant de là, ça a connu un très joli succès et nous avons donc mis en place, sous l'impulsion du CNRS, une plateforme d'écriture collaborative qui nous a permis et qui nous permet à tout un chacun de déposer des idées de scénettes pour illustrer des situations liées aux conflits, aux situations générées par ces usages des objets connectés ou des espaces numériques. L'équipe projet est constituée de Franck Babedat, Charles Pinero, Ghislaine Bagous et de moi-même. Donc vous pouvez également participer à ces échanges et à cette contribution en vous inscrivant sur la plateforme d'écriture collaborative via le QR code qui est présenté ici. Où en sommes-nous un petit peu? Donc la plateforme d'écriture collaborative, vous l'avez devant les yeux, vous pouvez vous inscrire. Une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez déposer des idées de scénettes. Et à partir de ces scénettes, nous allons procéder à la création de la pièce de théâtre qui nous permettra d'aller un petit peu plus loin. Et grâce à l'application développée par Altran, nous allons pouvoir capter les interactions du public en direct. Et avec cette masse de données générées, ce sera des informations. On aura des informations extrêmement précieuses pour les chercheurs des consortiums. Les premiers résultats, c'est un projet qui a été labellisé pour les 80 ans du CNRS en 2019. Nous avons créé la plateforme collaborative, comme je l'ai expliqué précédemment. Nous avons été invités à la Cité des Sciences à Paris les 24, 25, 26 octobre, où Madame la ministre Frédérique Vidal nous a rendu visite parce qu'elle avait entendu parler de ce concept original associant science et expérience scientifique et culturelle. Nous avons également fait une première restitution de la pièce de théâtre qui a eu lieu le 6 mars 2020, puis le Covid est passé par là et nous avons un petit peu une temporisation sur le déroulement du projet. Et donc là, nous aboutissons actuellement à une installation d'une résidence d'artistes à l'Agora au CRES qui débutera le 2 avril 2021. Les développements en cours, nous avons, grâce à HUT, un financement d'une thèse de doctorat sur l'étude du bien-être, thèse qui va être conduite par Ghislaine Bagous sous la direction de François Perea et de moi-même. Ensuite, nous avons également signé un mécénat d'entreprise avec la société Altran, avec la convention signée le 9 mars, Fondation CNRS et Altran, avec la création d'applications dont je vous ai parlé tout à l'heure. Partenariat avec les collèges Rabelais, où on travaille avec le corps enseignant et notamment la classe de 6e de Calice, et puis d'une façon plus globale avec Madame la proviseure, Madame Moubin, où nous allons capter un petit peu la perception qu'ont les jeunes collégiens sur l'habitat du futur. Nous avons également des échanges en cours avec le rectorat pour l'extension de ce contexte d'échange avec les collèges sur la zone de la métropole, mais également les zones rurales. Et puis enfin, un échange également en cours avec les collectivités territoriales pour déploiement en zone rurale du concept, puisque évidemment, ces problématiques du numérique sont intimement liées aux aspects de territoire. Voilà, je vous remercie. Bonjour, le nom de ce dispositif, c'est Fabre & The City. Fabre & The City, comme son nom l'indique, ce sont des applications géolocalisées réalisées par le musée Fabre et la Cité Intelligente pour offrir des parcours de visite dans Montpellier en lien avec l'histoire des arts et des sciences. Pour la première saison, lancée en 2018, on a permis d'aller à la découverte de l'histoire de Montpellier et de la jeunesse du musée au siècle des Lumières. Et la deuxième saison, lancée dernièrement,
permet de découvrir l'histoire de la médecine à Montpellier. On a réalisé ce dispositif avec un double objectif, celui d'inscrire le musée sur son territoire et celui de renouveler son image en offrant de nouvelles formes de médiation et de narration. Ainsi, pour la première saison, on a fait appel à un dessinateur qui a personnalisé une sélection d'œuvres du XVIIIe siècle et qui a raconté toute cette histoire de façon finalement assez dynamique, un peu décalée, un peu plus légère. Pour la deuxième saison, on a fait appel à une équipe, une agence d'animation qui a réalisé des scénettes permettant de reconstituer l'usage ou l'histoire de tous les lieux du parcours. Ainsi, on a pu voir renaître une séance de dissection dans l'ancien collège de chirurgie, l'actuel CCI. On a aussi pu restituer une scène de charité dans la chapelle de la Miséricorde. On a montré comment se présentait un cabinet de curiosité au XVIe siècle. Et on a remarqué qu'avec ces animations, on pouvait faire passer le message de façon plus percutante ou en tout cas de façon plus directe, plus spontanée qu'avec un texte qui serait difficile à lire en contexte d'expérience dans la ville. Pour cette deuxième saison également, on a choisi de s'adresser à différentes cibles et c'est pourquoi on a déployé plusieurs parcours. Un parcours libre, un parcours gamifié pour les familles qui offre une sorte de jeu de piste grandeur nature dans la ville et un parcours gamifié scénarisé pour les adultes qui ont une appétence pour le jeu et en particulier pour l'escape game. Et on a donc cette logique d'escape game qui permet d'aller de lieu en lieu en résolvant les énigmes avec un final au musée Fabre et une entrée offerte pour ceux qui auraient réalisé toutes les épreuves du parcours. Voilà, donc avec ce dispositif, on a vraiment cherché à renouveler l'image du musée, à sortir de nos formes de communication, médiation plus institutionnelle, en renouvelant les expériences liées au musée. On aimerait, avec ce dispositif, on aimerait essayer de capter une cible plus jeune, ou en tout cas plus jeune dans ses usages. Ce dispositif nous a également donné l'opportunité, bien sûr, de consolider les liens avec nos partenaires de territoire, l'Office du tourisme bien entendu, et pour la deuxième saison, en l'occurrence, la faculté de médecine. La première saison de cette application a fait l'objet d'une évaluation qualitative par Montpellier Management, qui nous a permis donc de la faire évoluer et d'améliorer ce dispositif lors de la deuxième saison, en ajoutant notamment de la vidéo et des parcours gamifiés scénarisés. On constate au regard des statistiques que ces deux applications à chaque fois connaissent un certain engouement au lancement, le lancement qui est accompagné de campagnes de communication, mais qu'ensuite il faut les faire vivre puisque ce sont des dispositifs qui sont pérennes. La difficulté qu'on a eue à la deuxième saison, c'est qu'elle a été lancée juste avant la fermeture du musée et le dernier confinement, donc on a vu les statistiques s'effondrer. Depuis le mois de février, on s'applique à relancer la communication, en particulier avec l'Office du tourisme, qui est notre ambassadeur principal pour parler de ce dispositif. Et pour continuer à faire vivre, à animer ces applications, on les a conçues non seulement donc comme des outils à utiliser en autonomie, mais aussi comme des outils de médiation collective. Et donc on souhaite organiser, dès que ce sera possible, de grands événements entre étudiants, de grands challenges autour de cette application. Alors pour la suite, pourquoi pas une saison 3 on imagine un parcours autour d'Alfred Bruyas. Alfred Bruyas qui est un collectionneur illustre qui a donné toute sa collection prestigieuse au musée Fabre, qui ne serait pas le musée Fabre s'il n'y avait pas eu la donation Bruyas. C'était un mécène de talent qui a mécéné notamment Delacroix, Gustave Courbet, donc qui a fait confiance à ses contemporains, qui ensuite sont devenus de célèbres peintres. Et on va fêter son anniversaire en 2021. Il est né à Montpellier en 1821. Et on imagine dans ce cadre un parcours sur les traces d'Alfred Bruyas et de Gustave Courbet à Montpellier et dans les environs. Le mot de la fin, ce serait montrer le musée autrement et le faire vivre sur son territoire.